Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du comité exécutif. Nous sommes mercredi, le 10 juin 2020, bien sûr, 8h30 et des poussières. Alors, bien le bonjour à Madame la mairesse qui est avec nous, comme à chaque mercredi. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, comme les gens peuvent le remarquer, en web diffusion, nous sommes toujours en conformité avec l'arrêté ministériel où cela se fait à huis clos. Donc, les gens, c'est en web diffusion, mais les gens sont à la maison. Ici, dans la salle Peter McGill à l'hôtel de ville, à l'édifice Lucien Saunier, il y a, outre moi-même, quelques personnes qui sont dans la salle et à distance réglementaire. Alors, il y a bien sûr, si je fais le tour de la table dans le sens horaire, il y a Maître Yves Saint-Don, notre bien-aimé greffier. Ensuite, les gens du service de l'eau. Alors, bonjour à vous trois. Et on continue le tour. Il y a Maître Domenico Zambito. Alors, votre prénom allait m'échapper à force de dire juste les noms de famille. Alors, merci beaucoup, Maître Zambito, d'être là. Et il y a également la directrice générale adjointe service institutionnel, Madame Bouchard. Donc, merci beaucoup, Madame Bouchard, d'être également là. Notre directeur général se joint à nous via Zoom, donc via Zoom sécurisé. Il est avec nous. Maître Saint-Don, est-ce que vous pouvez nous confirmer que tous les membres du comité exécutif sont bel et bien ici? Je peux effectivement vous confirmer que tous les membres du comité exécutif ainsi que tous les conseillers et conseillères associés sont présents parmi nous ce matin. Excellent. Alors, ça sera colligé au procès verbal. Alors, aujourd'hui, grosse séance du comité exécutif, beaucoup de dossiers. C'est la dernière séance régulière de préparation au conseil municipal qui se tiendra la semaine prochaine. Dernière séance du conseil municipal, donc une dernière séance régulière avant la relâche de l'été. Alors, les élus font pas relâche, mais les instances le font pendant un mois, puisque le conseil municipal, en séance régulière, nous reviendra en août, comme beaucoup d'entre vous, vous le savez. Alors, on va débuter ce matin par une présentation qui va nous être faite par le service de l'eau. L'ensemble de la documentation des dossiers décisionnels est bien sûr déjà en ligne depuis hier et la présentation, les gens vont pouvoir la suivre à l'écran aujourd'hui. Alors, Madame, Messieurs, c'est à vous. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici ce matin avec vous pour vous présenter le lancement d'un grand chantier très important pour le service de l'eau. Donc, la présentation va être faite par Alain Larrivée, qui est directeur de la direction de l'eau potable, et par Jean-Christophe Damé, qui est le chef de section responsable de ce grand projet. C'est bon? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Alors, ce matin, nous venons vous présenter le début des travaux d'un des projets les plus importants de la prochaine décennie pour la direction de l'eau potable, soit la réfection majeure de la station de pompage du réservoir McTavish. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui, donc un cours historique. Nous allons vous expliquer les différentes phases des travaux, la gestion de la circulation qui est requise tout au long du projet, les différentes parties prenantes qui sont impliquées dans le cadre de ce projet, les prochaines étapes. Alors, très rapidement, la direction de l'eau potable prépare minutieusement ce projet depuis plus de 15 ans. Alors, des investissements majeurs pour sécuriser le réseau de distribution et mettre en service le réservoir Rosemont ont notamment été réalisés au cours de cette période pour permettre d'entreprendre ce chantier majeur qui représente le cœur de notre réseau de distribution. Plus récemment, la réparation en urgence de la conduite principale d'alimentation du réservoir McTavish, situé le long de l'autoroute Ville-Marie, s'est déroulée avec succès. Nous pouvons donc aller de l'avant avec ce projet qui aura un impact déterminant sur la fiabilité et la sécurisation de l'alimentation en eau potable de nombreux Montréalais. Le réservoir McTavish a été construit en 1856, au même moment que le canal de l'Aqueduc. La station de pompage, telle que nous la voyons aujourd'hui, a pour sa part été construite en 1928 et agrandie en 1947.
Ce n'est qu'en 1957 que le réservoir que vous voyez ici, découvert dans une photo de 1930, a été recouvert. Ce réservoir représente le cœur de notre réseau de distribution, car il alimente les autres réservoirs situés sur le Mont-Royal. Vous voyez ici une photo de la montagne, le réservoir McTavish et les autres réservoirs qui sont situés sur la montagne. Encore aujourd'hui, ces ouvrages constituent la base du système d'aqueduc montréalais qui profite de la topographie du Mont-Royal pour distribuer de manière gravitaire l'eau potable sur une grande partie du territoire. Ce réservoir représente le cœur de notre réseau de distribution car il alimente les autres réservoirs situés sur la montagne et il dessert une zone importante, celle identifiée en rouge dans la présente diapositive, comprenant une population d'1,2 million de Montréalais, les principaux hôpitaux de Montréal et assure la sécurité incendie pour toute la zone. Le réservoir McTavish joue donc un rôle névralgique et stratégique dans le réseau de distribution de l'eau potable à Montréal. Je laisse maintenant le soin à M. Jean-Christophe Damé, chef de section et responsable de la réalisation de ce projet majeur, de vous donner plus de détails sur la vétusté des infrastructures, les différentes phases des travaux et la gestion de la circulation durant ceux-ci. Alors, le réservoir McTavish aujourd'hui est un réservoir qui va bientôt avoir 100 ans pour ce qui est de la première construction de la station de pompage de l'aile Est en 1928. On voit ici une image de la construction des premières conduites, ici en acier riveté. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est encore la même conduite. Par contre, il y a énormément d'équipements qui se sont placés au fil du temps, qui rendent l'endroit très encombré et difficile pour les maintenances et des travaux de rénovation. L'idée de la vétusté de la station de pompage, vous allez la voir en image à travers deux vidéos. On a une première vidéo qui est une vidéo de la nourrice. La nourrice est la conduite qui permet aux pompes d'aspirer l'eau du réservoir. Cette nourrice-là est une infrastructure en béton, on peut peut-être commencer, et est largement fissurée et on a beaucoup de pertes d'eau. Donc, c'est un peu nos chutes Niagara. Donc, on a beaucoup de fuites d'eau à travers cette nourrice à différents endroits dans les sous-sols de la station de pompage McTavish. Ensuite, je vais vous présenter une vidéo des chambres de vannes. Les chambres de vannes sont situées sous la rue Dr. Penfield et sont dans un état structural assez désuet. La rue est maintenue en place par une forêt d'étais, donc des différents poteaux qui sont mis en place pour soutenir les structures de béton qui sont fissurées et endommagées. On voit également que les conduites qui datent de la construction en 1928, 1930 sont très corrodées et sont assez dégradées. Donc ici, les boulons devraient être hexagonales et on devrait être en mesure de les enlever, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, pour être en mesure de faire les travaux sur McTavish, qui est le cœur du réseau, on a dû rénover et réaménager certaines sections du réseau pour le rendre fiable pendant les travaux en séquence du réservoir McTavish. Donc, ce que vous voyez sur la carte, les points 1, 2, 3, 4 et 10, sont des réfections de conduites, des réfections de chambres de vannes et des réfections de stations de surpression qui ont été faites pour fiabiliser le réseau pendant les travaux qui vont se faire sur McTavish. Ensuite, en 2012-2014, on a fait une étude de risque
pour voir quels étaient les débits qui devaient transiter par McTavish lors des travaux en séquence des arrêts de l'aile Est et Ouest. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas, dans l'état actuel du réseau, faire des travaux de manière sécuritaire pour alimenter 1,2 million de personnes sur le réservoir McTavish. C'est alors que pour, entre autres, cette raison-là et d'autres raisons, on a pris la décision au service de l'eau de remettre en service le réservoir Rosemont. Le réservoir Rosemont a été construit en 67 et mis à l'arrêt en 77 et nous attend depuis ce temps-là. Alain, tu peux changer. Donc, le réservoir Rosemont aujourd'hui est pratiquement construit. La mise en service va se faire début 2021. Vous avez ici des images de la bâtisse. Il nous reste essentiellement l'aménagement paysager et la mise en service à faire. Donc, le réservoir Rosemont va permettre de soulager une partie du débit qui doit transiter par McTavish. Parce que McTavish, c'est 150 000 mètres cubes d'eau, mais qui alimentent 4 réservoirs dans la montagne qui, eux, totalisent 240 000 mètres cubes d'eau. Donc, vous comprendrez qu'il y a énormément d'eau qui transite par cet endroit-là, qui est, comme on l'appelle, le cœur du réseau de distribution de la Ville de Montréal. Le projet de McTavish va se diviser en 2 phases. Premièrement, la phase 1, qui va se dérouler de 2020 à 2022, puis la phase 2, qui va être de 2023 jusqu'à 2028-29. La phase 2 consiste à faire, comme on pourrait le dire par analogie avec la rénovation résidentielle, faire un strip intégral du bâtiment, tout en gardant son cachet et en fiabilisant et en sécurisant la distribution d'eau. L'autre micro. Personne ne m'entend. Mon micro sur mon Zoom, ici. Hop. Je ferme ça. Vous avez raté tout le début. Donc, la phase 1, la phase 2, on était dans la rénovation résidentielle en comparatif, donc on fait un strip intégral du bâtiment, on garde son cachet et on sécurise, on fiabilise l'ensemble de la station en la reconstruisant. On va également faire un rehaussement sismique qui demande d'enlever tous les équipements à l'intérieur de la station pour être capable de rebâtir la station depuis l'intérieur. Par contre, pour faire la phase 2, il faut être en mesure d'arrêter en séquence une aile et une autre. Et pour ce faire, on doit relocaliser certaines conduites d'alimentation du réservoir. En fait, on doit relocaliser 3 conduites sur 4, qui sont les conduites d'alimentation. Et c'est ça qui constitue la phase 1, qui sont des travaux préparatoires autour de la station pour permettre ensuite l'arrêt de l'aile Est et de l'aile Ouest. On passe à la suivante. Lorsqu'on va faire les travaux sur les conduites, la rue Dr. Penfield va devoir être fermée de manière permanente pour la durée de la construction de la phase 1 et va s'étirer aussi en phase 2. La fermeture consiste à fermer Dr. Penfield entre McTavish et Des-Pins, ce qui va faire en sorte que la circulation sur Dr. Penfield va être arrêtée à Penfield, redirigée vers l'avenue Des-Pins, qui va être mise en double sens. Les portions en pointillés vont être de la circulation locale, pour permettre l'accès au bâtiment de McGill et à la station de pompage qui, elle, va continuer d'être en exploitation durant toute la durée des travaux. Ce qui dicte le délai de nos travaux sont d'un côté les contraintes hydrauliques pour la continuité des opérations pendant les travaux et d'un autre côté les accès aussi au site. Donc McGill doit continuer d'avoir accès à ces bâtiments et la station de pompage qui continue d'être en exploitation également. Il y a un chemin alternatif qui a été identifié par la rue Sherbrooke, qui est un chemin qui a été éprouvé également pendant les travaux relatifs aux promenades urbaines. Donc, à terme, les bénéfices de cette réfection majeure seront d'accroître la flexibilité et la durée de vie de nos actifs, d'augmenter la flexibilité opérationnelle, puisque la capacité de pompage sera augmentée de façon significative, tout en assurant le maintien d'un patrimoine collectif pour les générations futures. De nombreuses parties prenantes ont été impliquées tout au long des phases de planification de ce projet d'envergure. Une attention particulière a été accordée à l'Université McGill et à la sécurité des étudiants, puisque l'université se situe en plein cœur des travaux. D'ailleurs, des rencontres vont se poursuivre tout au long du projet et un comité de bon voisinage sera mis en place pour tenir informés les parties prenantes et mitiger les impacts.
Donc, les débuts des travaux de la phase 1, octroyés à l'entrepreneur Loisel, débuteront en juillet prochain, alors que l'élaboration des plans et devis pour la phase 2 se poursuivra afin que les travaux puissent débuter en 2023. Alors, le début de ces travaux représente pour le réseau de distribution de l'eau potable un point tournant. Après presque 100 ans suivant sa construction, ces travaux représentent pour nous un moment déterminant vers un réseau de distribution plus performant, plus flexible, plus fiable, qui va garantir la fourniture d'eau potable de grande qualité en quantité suffisante pour les générations futures. Merci. Parfait. Alors, on va ouvrir l'ensemble des micros. Parfait. Voilà, tout le monde nous entend maintenant. Donc, merci beaucoup. Très apprécié comme présentation. Il y aurait bien sûr le responsable du service de l'eau, le responsable de l'eau, M. Sylvain Ouellette, notre vice-président. M. Ouellette, quelques mots? Vous l'avez vu dans les images, et moi j'ai eu l'occasion. Il faut mettre votre... on ne vous entend pas, M. Ouellette. Mon truc est ouvert. Oui, parfait, on vous entend maintenant. Ah, parfait. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller sur place et c'est très impressionnant de voir ça, là, les images là, de justement la chambre de Vannes, c'est directement sous la rue McTavish. Donc, écoutez, là, on n'a plus le choix, il faut vraiment aller de l'avant. Pour la sécurité, évidemment, des Montréalais. Mais on a aussi une excellente nouvelle que les services veulent vous parler aujourd'hui. En fait, il faut savoir que vous vous rappelez, là, il y a quelques mois, on avait ausculté une conduite maîtresse dans le sud-ouest, dans votre arrondissement, Monsieur Doré, qui alimente justement le réservoir McTavish. On avait fait des mesures, on avait accéléré justement en urgence les travaux parce qu'on se devait de remettre absolument, de remplacer cette conduite-là avant finalement la pointe de consommation estivale de cet été. Écoutez, une excellente nouvelle, elle est remise en service, c'est-à-dire que tout s'est quand même très bien déroulé. En fait, ça s'est mieux déroulé même qu'on avait estimé. Les services ont vraiment travaillé là, comme des forcenés. On est arrivé 3 semaines d'avance par rapport à l'échéancier. Donc, c'est vraiment là un très gros succès. J'ai eu la chance d'être sur place, d'aller remercier les équipes. Alors, merci encore. On a évité un gros problème grâce à votre vigilance et à votre efficacité. Merci. Merci beaucoup, M. Ouellette. Merci beaucoup aux gens des services. Alors, on entend ce projet-là rapidement. Merci beaucoup. Oui, Madame la mairesse. Excusez-moi, j'ai oublié la main, mais je pense que il y a juste trop de micros ce matin. C'est pas grave que... Mais il n'y a pas de problème. Juste avant que les équipes nous quittent, les équipes de fonctionnaires, je tenais à dire que c'est important une présentation comme celle-là parce que ça montre à quoi ressemblent les investissements dans l'eau. Et souvent, c'est un sujet qui est difficilement tangible. Et quand on parle de la nécessité d'investir autant de millions de dollars dans les infrastructures de l'eau, c'est un peu abstrait pour la population. Mais je pense que ce projet-là, comme celui également qui s'est terminé plus tôt que prévu, qui a été dont M. Ouellette a parlé, on doit en parler davantage, on doit le mettre de l'avant pour que ce soit davantage tangible. Mais dans tous les cas, je pense que ce projet-là du réservoir McTavish non seulement contribue à améliorer notre capacité en alimentation de l'eau, mais ça vise également la protection du patrimoine puisque le réservoir en tant que tel est un des joyaux architecturaux de la ville de Montréal, en tout cas un des très importants à flanc de montagne. Alors, je remercie les équipes pour leur travail et puis on va suivre le projet de très près. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Alors, parfait. Merci beaucoup. Merci. Bon retour en télétravail. Alors, ce sont les joies du télétravail et des présentations des aspects technologiques, là. Alors, il y avait toutes sortes de micros à bien faire actionner pour être certain que, autant à la maison qu'ici, qu'en web diffusion, ça puisse fonctionner. Parfait. Alors, peut-être on devrait débuter l'ordre du jour. En fait, non, avant d'aller de l'avant avec l'ordre du jour, je vais céder tout de suite la parole à Madame la mairesse pour sa rubrique hebdomadaire.
Alors, plutôt que d'être à la fin de l'ordre du jour, Madame la mairesse, cette semaine, vous êtes avant. Alors, allez-y, on vous écoute. Oui, on change les habitudes. Il y a pas mal d'affaires à gérer, je trouve, ce matin, là. Alors, mais allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je tiens à saluer, bien sûr, tout le monde, l'ensemble de mes collègues et celles et ceux qui nous écoutent ce matin. Comme toujours, quelques nouvelles à vous donner. Tout d'abord, le premier élément dont je souhaite vous parler, ce sont les camps de jour. On le sait qu'avec la pandémie et les écoles qui n'ont dans secondaire, entre autres, et les collèges et l'université, mais surtout pour les écoles secondaires et même le primaire, ça a mis beaucoup de pression sur les familles. Alors, pour nous, les camps de jour sont absolument essentiels et depuis le début, on dit qu'on travaille pour les ouvrir. Évidemment, tout ça se fait en coordination avec la direction de la santé publique et le gouvernement du Québec en fonction des avis et des recommandations qui sont mises de l'avant. Mais notre souhait depuis le début, c'est que les camps de jour dans la ville de Montréal, sur l'île, on les ouvre comme prévu. Nécessairement, à cause des nouvelles règles, ça nécessite quand même des coûts supplémentaires. On peut penser au niveau des ressources humaines, on doit engager davantage de moniteurs, monitrices. Même au niveau des espaces, les groupes doivent être plus restreints, donc ça amène une certaine pression sur la façon dont on avait l'habitude de mener les camps de jour municipaux. À l'échelle de la ville. Alors, nous avons fait des demandes auprès du gouvernement du Québec. Nous sommes heureux que celui-ci ait décidé d'aider les municipalités pour ouvrir les camps de jour. Ceci étant dit, bien que nous ayons fait une demande officielle, nous avons pris la décision comme administration de tout de suite débloquer une somme de 6 millions de dollars pour s'assurer que nos camps peuvent se mettre à niveau et s'adapter pour ouvrir comme prévu. Alors, je suis très heureuse de pouvoir l'annoncer aujourd'hui. Et ce que je souhaite, et le message que je tiens à envoyer à la population et à travers tous les arrondissements, c'est que les camps de jour pour les jeunes cet été devraient être ouverts. Et j'espère que certains arrondissements qui ont annoncé l'annulation hâtive de leur camp de jour vont revenir sur leur décision en sachant que des sommes seront allouées très rapidement. Parlant de services aux citoyens, parce que c'est bien de ça dont il est question avec les camps de jour, j'aimerais vous parler du Jardin botanique qui fait partie de l'Espace pour la vie, ce grand ensemble muséal de la ville de Montréal. Alors, le Jardin botanique, enfin, sera réouvert le 15 juin. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aurait voulu qu'on l'ouvre bien avant, parce que en soi, c'est un parc, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un musée et on devait suivre quand même les règles mises de l'avant par le gouvernement du Québec et la santé publique. Mais dans tous les cas, on est très heureux de pouvoir l'ouvrir dès le 15 juin. Et en ce sens, on voulait également annoncer à tous les Montréalais, Montréalaises que le Jardin botanique, en fait, l'espace pour la vie, donc les différentes installations seront gratuites pour les 17 ans et moins à compter du 15 juin et ça jusqu'au 31 août. Encore une fois, dans cette idée de soutenir nos familles qui vont passer probablement plus de temps à Montréal que d'habitude. Et nous allons également soutenir les familles plus vulnérables en leur distribuant des billets pour des familles complètes pour pouvoir se rendre dans les différentes installations d'espace pour la vie. Un peu dans cet esprit de ce que la ville veut mettre de l'avant et pour soutenir l'activité physique, mais exactement les activités culturelles et le bien-être de notre population. Je serai en compagnie de la directrice du Conseil des arts, Madame Nathalie Maillé, ainsi que la présidente du partenariat du quartier des spectacles, Madame Monique Simard, cet après-midi, pour vous parler de comment on a l'intention d'animer nos rues, un élément très important du plan estival que j'ai partagé plus tôt le mois dernier. Maintenant, une nouvelle dont je suis très fière. Je vous annonce en primeur qui sera le prochain président de Bixi. Madame, comme vous avez pu voir dans le journal ce matin, Madame Farley, entre autres, a partagé, à titre de présidente sortante, a partagé ses souhaits pour Bixi, des éléments qui sont très chers pour notre administration de justement faire avancer Bixi, de toujours l'améliorer et d'étendre le service, non seulement à la grandeur de l'île, mais même à l'extérieur, pourquoi pas. Mais étant donné que Mme Farley nous quitte, eh bien, il nous fallait nommer une personne qui serait en charge de ce grand plan de développement et qui apportera sa touche personnelle.
Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que c'est Monsieur Alexandre Taillefer qui sera le président de Bixi. Et je m'en réjouis parce qu'on le sait qu'avec son vaste parcours, son grand intérêt pour les questions de mobilité et d'électrification, son vaste réseau également et son esprit entrepreneurial va venir justement, soutenir l'évolution de la mission de Bixi. Et bien sûr, M. Taillefer sera entouré de membres déjà très mobilisés et d'expérience au sein du conseil d'administration. Alors, j'ai très bon espoir que ce sera une équipe, une collaboration très fructueuse. Alors, tout à l'heure, j'aurai le plaisir de vous présenter le nouveau président que le Québec connaît bien, mais je suis très heureuse de pouvoir compter sur ce nouveau partenaire en la personne de M. Taillefer. Alors, sur ce, et là, on va revenir à l'ordre du jour ordinaire, si je peux dire, la façon de procéder habituelle. Et je remercie vraiment tout le monde pour leur participation aujourd'hui. Et je nous invite, Montréalais, Montréalaises, à écouter, à être des noms pour la conférence de presse cet après-midi, encore une fois, sur la façon dont Montréal souhaite animer ses voies actives sécuritaires, ses espaces publics, ses rues piétonnes, pour soutenir le commerce local, pour faire bouger les Montréalais et encourager et faire bouger les familles et de leur faire profiter de leur ville différemment, parce que cette année, ce sera un été bien différent. Alors, merci beaucoup et je vous passe la parole, M. le Président. Trop aimable, Mme la mairesse. Alors, alors, on va débuter une très longue séquence de dossiers. Alors, comme on dit par chez nous, attachez votre tuque. Alors, déjà, avec l'ordre du jour, on va faire 9 ajouts dans la partie publique. Les dossiers sont bien sûr en ligne depuis hier. Alors, les dossiers, là, je lirai pas les libellés des 9. On va prendre en note les numéros, monsieur le greffier. Alors, on ajoutera 20069, 20070, 20071, 20072. Par la suite, dans les 40, il y aura de 40-015, 016, 017, 018 et 40-019. Voilà les ajouts en la partie publique pour aujourd'hui. Alors, tel que modifié, je vais considérer que l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Alors, on va de l'avant avec 10.004, qui est l'approbation du procès verbal. Alors, 10.004, c'est la séance ordinaire du 6 mai. 10.005, celle du 11 mai. Il y a par la suite le 13 mai, le 16 mai, le 20 mai. En 10.009, le 21 mai, 22 mai, 25 mai par la suite. Des questions, des commentaires pour l'ensemble de ces procès-verbaux? Et voilà, ça mérite 6 morceaux de robot pour l'équipe du greffe. Un sans faute. Alors, en 20, affaires contractuelles, 20.001, c'est d'autoriser l'utilisation d'une dérogation accordée par le MAMACH qui permet l'octroi d'un contrat gré à gré au-delà de la limite d'appel d'offres public de 101 100 $. Et c'est pour la collecte et le transport de matières recyclables de Ville-Marie, et ça s'en va à l'entreprise JR Services Sanitaires pour 20 semaines sans option de prolongation. C'est adopté. 20.002, l'option de première prolongation prévue pour la fourniture et la livraison sur demande de produits chimiques et d'accessoires pour piscine dans le cadre d'une entente cadre qu'on a avec les compagnies mentionnées. C'est adopté. 20.003, un contrat à EBI Envirotech Incorporé pour le service de nettoyage des chambres souterraines pour 36 mois avec un renouvellement possible de 12 mois. C'est adopté. 20.004, des contrats au groupe IMOG Incorporé, 91 15 78 85 Québec Inc., 1101 192 Canada Inc., JMV Environnement, Sanexen Services environnementaux, Déneigement Fontaine-Gadebois, les entrepreneurs Bucaro, AEO Gendron, Pépinière Michel Tanguay, et tout ça c'est pour du déneigement clé en main pour les arrondissements d'Antique-Cartierville, d'Anjou, de RDP-Pat, de Saint-Laurent et de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension.
C'est adopté. 20.005, un contrat à l'entreprise Zéro Technologie LLC pour la fourniture de pichets d'eau ainsi que des cartouches de rechange pour 12 mois avec une option de renouvellement. C'est bien sûr pour les conduites d'eau en plomb. C'est adopté. 20.006, un contrat à Toromont 4 Québec pour la location de 6 niveleuses articulées avec chasse-neige latérale pour des activités de déblaiement pour 2 ans à raison de 5 mois par année à compter de novembre prochain. C'est adopté. 20.008, un contrat à Service Infraspect pour des travaux de réhabilitation de conduite d'égout par chemisage sur différentes rues de la Ville de Montréal. C'est adopté. 20.009, un contrat à Institut-Forme Technologie Limitée pour des travaux de réhabilitation de conduite d'égout par chemisage. C'est adopté. 20.010, un contrat à Bruno Électrique pour la réalisation de travaux électriques de signalisation lumineuse à 25 intersections. C'est adopté. 20.011, la même chose, cette fois pour 25 autres intersections. C'est adopté. 20.012, un contrat à Clean Water Works Incorporé pour des travaux de réhabilitation de conduite d'égout par chemisage. C'est adopté. 20.013, un contrat à Charex Incorporé pour des travaux de voirie, d'éclairage et de signalisation lumineuse dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste de Notre-Dame à Victoria. C'est adopté. 20.014, un contrat à aménagement de Souza pour des travaux de voirie sur le réseau cyclable à différents endroits de la Ville de Montréal. Des travaux grandement attendus. Madame Marianne Giguère, conseillère associée. Quelques mots là-dessus. Quelques mots là-dessus. Et oui, d'abord, grandement attendu. En fait, c'est l'accomplissement pour une première année. Il y aura d'autres années qui vont suivre. Du nouveau programme qu'on avait lancé il y a 2 ans, en fait, là, où on a dit qu'on allait ausculter tout le réseau cyclable, chose qui avait jamais été faite jusqu'à maintenant. Le réseau avait toutes sortes de tronçons qui avaient vieilli, dans certains cas assez mal vieilli. Donc, on a vraiment fait le tour de tous nos kilomètres pour constater où il y avait des urgences, où il y avait des réparations à faire. Et donc, ce contrat-là est le premier qui est accordé dans le cadre de ce programme-là. Et on est très heureux de confirmer, parce que j'ai pu le confirmer, l'annoncer à plusieurs reprises aux gens qui m'interpellent à ce sujet-là, que la piste Rachel, tout le long dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, avec une petite partie dans le plateau, va être refaite, resurfacée. Elle est vraiment abîmée. Ainsi que plusieurs tronçons assez longs de la piste de Notre-Dame, qui, elle aussi, a vraiment parfois besoin de beaucoup d'amour. Là, on est tanné de traverser des lacs et des trous en vélo dans ce coin-là. Donc, on est très content. Et Monsieur le Président, puisque j'ai la parole, je prendrai de l'avance pour accélérer les choses, pour vous parler du point qui s'en vient, le 20.018, parce qu'on parle de vélo. C'est le 3e contrat qu'on accorde pour le REV, le réseau express vélo. C'est le compléter, donc l'axe 1 qui va de la rivière des Prairies se connecter à la piste de Berry pour aller au centre-ville. C'est le contrat du REV de la rue Saint-Denis entre Roy et Jean Talon qu'on accorde dans 3 ou 4 points au 018. Donc, très heureux nous sommes de continuer d'aller de l'avant avec ce grand projet-là qui va transformer Montréal. Des travaux qui vont commencer cet été, à la mi-juillet, et s'étendre durant plusieurs semaines, mais pas toujours au même endroit. On avance coin de rue par coin de rue, et on ajoute les 4 traverses piétonnes à mi-îlot dans le quartier du Plateau Mont-Royal, donc pour aider à revitaliser ce secteur commercial-là qui va bien en profiter, on l'espère. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, Mme Giguère. 20.014 et 20.018 sont adoptés. On va maintenant à 20.015, qui est un contrat à service d'égout capital incorporé pour des travaux de réhabilitation de conduite d'égout par chemisage. Adopté. 20.016, un contrat à construction NRC pour des travaux électriques de signalisation lumineuse, cette fois à 20 intersections. C'est adopté. 20.017, un contrat à Eurovia Québec Construction Incorporée pour des travaux d'aménagement et de voirie dans le dépôt à neige de Verdun. Adopté.
20019, un contrat environnement routier énergie pour des travaux d'aménagement de surface de la rue Rioux et des travaux sur le réseau de la Commission des services électriques de Montréal pour le secteur Griffintown. C'est adopté. 20020, un contrat Bruno Électrique pour 5 intersections, donc des travaux de signalisation lumineuse. C'est adopté. 20021, cette fois à Pierre Brossard, 1981, limité pour 5 intersections. C'est adopté. 20023, un contrat Roxborough Excavation Incorporée pour la déconstruction du tunnel Champ de Mars dans l'arrondissement Ville-Marie. C'est adopté. 20024, un contrat Bruno Électrique pour de la signalisation lumineuse à 5 intersections. C'est adopté. 20025, un contrat Bucaro pour des travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation à différentes intersections dans le secteur Beaumont. C'est adopté. 20026, accordé conjointement avec l'ARTM un contrat d'entreprise de Souza d'un montant de 3,7 millions de dollars arrondis pour le projet intégré SRB P9. Adopté. 20027, un contrat d'Emix Construction pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boulevard métropolitain S entre Broadway Nord et Marien. C'est adopté. 20028, un contrat service Infraspec pour de la réhabilitation de conduite d'égout par chemisage. C'est adopté. 20029, un contrat Institut Forme Technologie Limitée pour des travaux de réhabilitation de conduite d'égout par chemisage. C'est adopté. 20030, un contrat aux entreprises Michauville pour de la réhabilitation d'une conduite d'eau de 750 mm sous Maisonneuve-Est entre Saint-Timothée et Papineau. C'est adopté. 20031, un contrat à Clean Water Works Incorporé pour des travaux de réhabilitation de conduite d'eau par chemisage. C'est adopté. 20032, contrat au pavage SECA pour des travaux de voirie dans la rue Sherbrooke entre Papineau et Saint-Germain. C'est adopté. 20033, un contrat à Cojalac pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la rue Saint-Germain entre Adam et Ontario. C'est adopté. 20034, un contrat à Eurovia Québec Grand Projet pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans Jeanne-Mance entre Sherbrooke et Despins. C'est adopté. 20035, un contrat à service d'égout capital pour des travaux de conduite d'égout par chemisage. C'est adopté. 20036, c'est une dépense additionnelle de 3 768 869,25 sous. Et on augmente le budget des incidences et c'est pour l'agrandissement de la conduite d'égout du collecteur William dans Griffintown. C'est adopté. 20037, un contrat à construction Arcade pour des travaux de fabrication, de fourniture et d'installation de l'ensemble des aménagements évolutifs de la rue d'Iberville entre Notre-Dame et Logan, et également sur les rues Ontario et Sherbrooke. C'est adopté. 20038, une entente cadre de gré à gré de services professionnels avec le ministre de Services publics et Approvisionnement Canada pour des services professionnels en jury comptabilité. C'est adopté. 20039, une dépense additionnelle de 50 000 dans le cadre d'un contrat de service professionnel à Bélanger-Sauvé pour représenter la Ville dans des recours en déclaration d'inconstitutionnalité de la loi qui favorise la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées dans le secteur municipal. C'est adopté. 20040, demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des travaux d'enfouissement des lignes de distribution aérienne qui longent le boulevard Gouin entre Toupin et Martin. C'est adopté. 20041, une entente cadre avec Alitia Canada Incorporé pour des services professionnels pour l'implantation de modules d'approvisionnement, de finances et d'administration de la solution Oracle ERP Cloud à compter du 1er juillet prochain. C'est adopté. 20042, une entente cadre avec ABS pour la fourniture de services pro pour le contrôle des matériaux et essais de laboratoire dans le cadre de projets de construction ou de modification du réseau souterrain de la Commission des services électriques de Montréal. C'est adopté. 20043, un contrat pour la fourniture de services professionnels à Sidley Architecture pour des études d'avant-projet et de programmes fonctionnels et techniques pour le réaménagement de la cour de service du plateau Mont-Royal. C'est adopté.
20044, un contrat de service professionnel en aménagement et ingénierie, ça s'en va à Lemay, pour la réalisation d'études et de faisabilité, de conception et d'analyse technique pendant la réalisation de plans et devis pour les lots 1 et 2 de la phase 2 du projet Sainte-Catherine-Ouest entre Mansfield et Saint-Marc. C'est adopté. 20045, un contrat de service professionnel de gré à gré à Architecture sans frontières Québec pour réaliser le projet de recherche appliquée COVID Design. Le responsable du dossier, M. Rabouin, quelques mots? Oui, merci, M. le Président. Bon, vous savez, Montréal est une ville UNESCO du design, donc le Bureau du design de Montréal a fait une approche auprès d'Architecture sans frontières. Architecture sans frontières, c'est un organisme à but non lucratif qui compte 400 architectes québécois qui sont membres de cet organisme-là. Et on les a contactés pour faire une entente de gré à gré avec eux pour soutenir les commerces montréalais qui doivent adapter leurs aménagements physiques dans le contexte de la COVID, bien sûr, actuellement, mais on sait que la distance physique va être quelque chose qui va durer encore dans le temps. Donc, il y a des aménagements qui sont mis très rapidement en place, mais Architecture sans frontières va, à partir des expériences terrain, à partir des meilleures pratiques internationales, développer un guide d'aménagement qui va pouvoir aider les commerces à modifier leurs aménagements à plus long terme, parce qu'on sait qu'on en a encore pour plusieurs mois jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin. Donc, c'est un contrat de gré à gré pour un guide d'aménagement, pour des réalisations de concepts 3D pour des petits commerces. Donc, l'attention, c'est vraiment pour les petits commerces qui ont des enjeux particuliers là, pour permettre le 2 mètres quand on a peu d'espace, autant des restaurants, des commerces d'alimentation que des commerces de détail. Et le contrat inclut également la diffusion de ce guide-là et des outils qui vont être mis en place auprès des associations de commerçants et auprès des professionnels de l'aménagement. Donc, c'est une façon pour nous très concrète de mettre l'expertise montréalaise en design au service des commerçants qui ont des enjeux, qui vivent une situation particulièrement difficile et qui doivent changer leur façon d'aménager leur commerce. Donc, c'est un soutien de 150 000 qui est un excellent investissement. Merci beaucoup, M. Rabouin, pour les explications. C'est une initiative de notre administration qui sera fort bien appréciée, je pense, de l'ensemble de ces petits commerces qui ont à relever généralement des défis en temps normal, mais qui en ont encore davantage dans ce contexte-ci. Alors, on va aller de l'avant, c'est certain. 20045, c'est adopté. 20046, c'est un projet d'acte qui modifie l'amphithéose entre la ville et la coop d'habitation au pied de la montagne. Et c'est pour une propriété du 102 boulevard Saint-Joseph-Est. Alors, on va prolonger l'amphithéose de 15 ans supplémentaires. C'est adopté. 20047, approuver une entente de confidentialité entre nous, Éco-entreprise Québec et Recycle Québec pour permettre l'échange sur les scénarios de mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs qui a été annoncé un peu plus tôt cette année par le gouvernement du Québec. C'est adopté. 20048, un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à la société en commandite Développement Rue Basin pour une période d'1 an comptée du 29 juin prochain. Et c'est pour y installer des conteneurs pour l'entreposage de matériaux. C'est adopté. 20049, un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de société de gestion Place Chartier Limitée pour 5 ans à compter du 1er septembre prochain des locaux sur la 19e avenue. Et c'est à des fins de bureaux, centres de communautaires et loisirs. C'est adopté. 20050, une subvention exceptionnelle de 3,4 millions de dollars pour un projet d'habitation communautaire Logia. Monsieur Baudry? Ben oui, Monsieur Baudry, allez-y donc. Merci. Écoutez, oui, une subvention exceptionnelle pour la réalisation d'un projet exceptionnel aussi. L'organisme des habitations Logia, qui est un organisme qui possède déjà 213 unités de logement social ou abordable et qui intervient essentiellement dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie auprès de clientèle en difficulté, mais aussi des gens qui ont des enjeux de santé physique ou de santé mentale. Donc ici, vraiment un projet qui va se retrouver dans ce nouvel écoquartier qui est développé dans le Technopôle Lingus, donc à l'est de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, un arrondissement qui, on l'oublie, mais il y a énormément d'enjeux au niveau des ménages qui doivent débourser plus de 30% de leurs revenus pour le loyer, donc des besoins importants là, en logement communautaire ou en logement social.
Le projet va être composé de 79 unités dans un bâtiment qui sera LEED Platine, donc vraiment dans une optique d'avoir cet écoquartier-là avec le moins d'empreintes écologiques possible. Ce sera également, il y aura également un centre, pas un centre communautaire, mais un espace communautaire au premier étage pour les familles et personnes seules, qui sera la clientèle qui sera approchée pour ce type d'habitation communautaire, mais également 10 unités qui seront réservées à des personnes vivant des enjeux de déficience intellectuelle qui sont issus de l'organisme LAMDI, l'organisme qui vient en aide aux personnes en déficience intellectuelle à Montréal, un organisme très, très connu. Donc, vraiment un projet exceptionnel avec une bonne proportion de logements familiaux. Donc, notre administration vient donner une subvention supplémentaire pour que le projet passe à un engagement conditionnel, donc une étape importante en vue de sa réalisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces quelques mots, ces explications. Merci beaucoup, M. Baudry. Alors, on va de l'avant avec le dossier, il va sans dire. 20052 maintenant, c'est un soutien total pour 3 éditions du Grand Prix cycliste de Montréal. C'est adopté 20053. Alors là, on attaque toute une série de dossiers culturels. Alors, je vais regrouper 20053 à 20058. Alors, puis pour nous en parler, Madame Popianou, notre vice-présidente responsable notamment de la culture. C'est à vous, Madame Popianou. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est effectivement le comité exécutif culture et je suis très fière de ce comité exécutif parce que on va vous présenter des beaux dossiers, des dossiers qui aideront les Montréalais à traverser l'été, pandémie ou post-pandémie, parce que je suis certaine que vous n'êtes pas sans savoir que la pandémie a fortement ébranlé le milieu culturel, notamment la scène festivalière de Montréal. L'annulation des événements publics jusqu'au 31 août a été lourde de conséquences pour tout le milieu culturel, mais aussi pour la métropole, qui a fait de la culture une véritable image de marque. Alors, la mairesse, vous le savez, dès le début de la pandémie, a annoncé que tous les engagements envers les artistes, les médiateurs, les organismes, les institutions culturelles seront honorés. Donc, la Ville honore ses engagements. Et c'était un geste fort, puisque déjà en février, la majorité des festivaliers avaient engagé des dépenses au niveau même de 70%. Et il faut savoir que ces festivals sont soutenus entre 15 et 17% par les contributions publiques. Donc, vraiment, ils étaient et ils sont encore dans une situation qui est extrêmement problématique. Donc, ce qui a été la bonne nouvelle, même après un exercice assez ardu du plan de redressement, le maintien du financement a apporté de l'espoir et du soleil. Donc, et le milieu, il s'est adapté, vous savez, il est allé modifier, créer, et ça va me faire grand plaisir de passer à travers quelques sommaires décisionnaires que je partagerai avec ma collègue, Madame Marie-Josée Parent, sur comment le milieu s'est adapté et comment il est prêt à répondre aux besoins de sortir de chez eux des Montréalais. Donc, on va avoir des solutions numériques et à sans faute, des spectacles numériques, des podcasts, mais aussi des initiatives artistiques extérieures, de l'art visuel, des prestations sous forme déambulatoire ou même des prestations devant des lieux ciblés comme les résidences des personnes âgées. La mairesse vous a annoncé qu'elle est sortie avec Madame Maillet, la directrice du Conseil des arts de Montréal, et Madame Monique Simard, la directrice et la présidente du partenariat du quartier du spectacle, pour vous présenter de quoi Montréal va avoir l'air cet été. Ça va être beau et en même temps, on va respecter toutes les consignes sanitaires. Dans le quartier des spectacles, vous apprendrez, il va y avoir de l'animation, des projections visuelles, des installations, des œuvres d'art. Même nos balançoires, là, c'est la 21e année, les balançoires 21B vont être présents dans le quartier des spectacles et ça va être beau et chaud à Montréal.
Donc, permettez-moi tout de suite de lire les sommaires décisionnels pour que vous puissiez les voter. Je les soumets à votre attention. Donc, en 20-053, il s'agit d'un soutien financier totalisant 400 000 $ pour le Festival France-Amérique pour soutenir leur 14e édition. Donc, le festival présentera en collaboration avec différents partenaires des projets artistiques dans un environnement virtuel. Dans 20-054, je soumets à votre attention un soutien financier de 600 000 $ à l'organisme Festival international de jazz pour son 41e édition à Montréal. Donc, pour le Festival de jazz, attendez-vous du 25 juin au 4 juillet. Le Festival de jazz continuera à rayonner la musique dans la métropole montréalaise. Plusieurs moments mémorables vont être revus. Donc, on va faire un historique des moments mémorables du festival à travers des capsules vidéo filmées à l'extérieur et spécialement devant la maison du festival, mais aussi des jams en direct avec des artistes réunis pour l'occasion grâce à la technologie numérique. En 20-055, on octroie un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme Festival Fantasia pour organiser son 24e édition du festival. En 20-056, il s'agit d'un soutien financier de 105 000 $ au festival Juste pour rire. Donc, le festival a déjà débuté entre 28 et 31 mai. Le festival Ha Ha Ha, donc de l'humour francophone, numérique. J'ai acheté des billets parce que c'est une partie qui est payante et ça a été une très belle expérience. Mais le festival va intégrer d'ici là sur une plateforme qui va être gratuite, spécialement pour les Montréalais, donc avec un ciblage par géolocalisation. Ça va être super intéressant. Donc, je vous invite à suivre d'ailleurs les annonces du festival Juste pour rire. Et d'ailleurs, le festival organisera aussi un spectacle gratuit pour les travailleurs du milieu de la santé au Centre Bell. Le spectacle va être animé par Véronique Cloutier et Marie-Lyne Jonca et il sera capté pour une rediffusion auprès du grand public. Donc, ben voilà, en 058, il s'agit aussi d'un soutien financier de 630 000 $ à l'organisme La TOU. Et c'est super parce que la programmation prévoit 3 grands axes. Dans le quartier latin, 8 performances dans des lieux inusités, Bonheur mobile qui est une tournée des quartiers, donc les spectacles vont se déployer dans différents quartiers, des parades inusitées aussi, mais aussi un volet professionnel pour le marché international de cirque contemporain. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Je n'ai pas oublié aucun festival. Donc, je souhaitais soumettre à votre attention de 20-053 à 20-058. Donc, j'ai fait le tour. C'est bien ça, Madame la vice-présidente, jusqu'à 20-058. Et puis, là, maintenant, on pourrait passer la parole à la conseillère associée en la matière et elle pourrait faire les 4 autres dossiers, 20-059 à 20-062. Puis je lui demanderai également là, de joindre à tout ça 20-068. Alors, un petit package là, culturel qui se poursuit. Madame la conseillère associée, Madame Parent, c'est à vous. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour tout le monde. Je vais renchérir sur ce que ma collègue Madame Pepeanu a mis de l'avant. On est extrêmement fiers aujourd'hui de pouvoir dire qu'on maintient nos engagements comme la mairesse l'a annoncé auprès du milieu artistique et du milieu culturel. C'est de l'aide financière concrète et immédiate que nous donnons aux poumons de notre métropole, le milieu culturel, un milieu qui a été très fragilisé par cette crise, mais un milieu qui fait aussi preuve d'une résilience absolument incroyable et qui a transformé ces diverses programmations culturelles et artistiques qui devaient se tenir lieu cet été
en toutes sortes de différentes initiatives qui respectent les consignes sanitaires. Je vous invite donc à aller voir, entre autres, les sites Internet des organismes, puisqu'on y découvre des séries de programmation extrêmement intéressantes qui mettent de l'avant les riches diversités culturelles de notre métropole. C'est aussi une façon pour nous d'investir dans l'avenir, puisque nous souhaitons absolument que le milieu culturel soit au cœur de la relance qui arrivera et qui se met en place tranquillement mais sûrement. Alors, nous voulons leur donner tous les moyens de pouvoir continuer de se pérenniser malgré les difficultés actuelles. Donc, dans notre liste de soutien, nous avons aussi le festival Go de 120 000 qui nous aidera à mettre de l'avant les voies sécuritaires actives cet été. On a le festival Fierté Montréal qui en est à sa 14e édition et qui a toute une programmation en ligne absolument exceptionnelle du 10 au 16 août, une aide à la hauteur de 600 000 $. Le festival Présence autochtone qui fête ses 30 ans, donc un honorable anniversaire pour l'organisme Terres en Vue et qui, dans le contexte actuel, s'étend sur 5 mois. On pourra donc voir, entre autres, du mobilier signature à la place des festivals et des projections dans l'espace public, plusieurs autres initiatives sur ces 5 mois de festivités. Le festival Mode et Design qui se tient jusqu'au 12 juin et qui mettra de l'avant des créateurs internationaux, des créateurs d'ici, un soutien à la hauteur de 135 000. Et le festival Carifiesta, un festival qui met de l'avant la diversité culturelle des Caraïbes, les cultures des Antilles, et qui rentre dans sa programmation des classes de création de costumes et des concerts de casseroles. Toutes sortes de choses donc qui nous permettent de voir à quel point notre métropole est résiliente et à quel point le pouvoir artistique de nos artistes est toujours bien vivant aujourd'hui et qu'on leur souhaite de continuer à créer, de passer à travers cette étape difficile en les accompagnant le mieux possible. Merci beaucoup à vous, Madame Parent. Alors, on va aller de l'avant avec l'ensemble de ces dossiers. Alors, je répète, pour les fins du procès verbal, 20-059 à 20-062 et 20-068, Monsieur le greffier. Parfait. Alors, on va maintenant à 20-063, qui est un soutien financier qui totalise 150 000 $ pour la présente année à 3 différents organismes pour les dossiers relatifs à l'accueil et l'intégration de demandeurs d'asile et des personnes sans statut légal à Montréal. C'est adopté. 20-064, un soutien financier de 87 500 $ au centre Interligne et également, pour le projet Service Jeunesse Interligne pour la présente année. 20-065, un soutien financier de 5 000 $ à la Fondation Émergence pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, de même que pour les célébrations de son 20e anniversaire pour la présente année. Monsieur Christian? Oui, Madame Goulet. Bonjour, merci beaucoup. Alors, donc, comme vous l'avez dit, nous sommes vraiment heureux d'accorder ce soutien ce matin au Centre Interligne, qui est anciennement Gay Écoute, qui offre un service de première ligne, d'aide et de référence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'intention des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Alors, au cours des dernières années, Interligne a beaucoup travaillé auprès des jeunes pour leur offrir des espaces sécuritaires. Les jeunes LGBTQ+, sont plus à risque de vivre de l'intimidation, on le sait, des discriminations qui ont souvent des conséquences très graves sur leur vie, leur parcours scolaire et leur santé mentale. Alors, la consultation que la Ville a menée l'an dernier a aussi montré que les jeunes trans sont surreprésentés parmi les jeunes en situation d'itinérance. Alors, dans ce projet-ci, en 20.064, Interligne veut monter une campagne conçue par et pour les jeunes LGBTQ+, qui va se déployer dans des écoles en situation de défavorisation. Alors, j'ai pu parler, moi, à son directeur récemment, M. Pascal Vaillancourt, qui me disait que depuis le début de la pandémie, il recevait de 30 à 40% plus d'appels qu'avant
et notamment de la part de jeunes isolés au sein d'une famille qui ne les soutient pas. Alors, et aussi, je rappelle qu'à la suite de ces consultations l'an dernier, notre administration travaille activement à doter la ville de ses premières orientations municipales en matière de diversité sexuelle et de genre, qui, on le souhaite, vont répondre aux préoccupations, aux aspirations de la communauté ou des communautés LGBTQ+, particulièrement celles qui sont marginalisées. Et en 20.05, c'est la Fondation Émergence, on la connaît bien. Alors, elle a pour mission de défendre les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans. En 2003, on se souvient, elle a instauré le 17 mai comme la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, ici à Montréal, qui a ensuite été reconnue à l'échelle nationale et internationale. D'ailleurs, pour la première fois cette année, vous l'avez vu, la Ville de Montréal a installé au balcon de l'Hôtel de Ville le drapeau de la fierté trans aux côtés du drapeau arc-en-ciel qu'on connaît bien de la fierté LGBTQ+. Alors, chaque année, cette célébration-là du 17 mai, elle s'accompagne d'une campagne de sensibilisation. Cette année, le thème qui a été choisi, c'est le soutien de la famille, qui est très évocateur de l'importance des liens sociaux en contexte de crise. Alors, et parallèlement au travail qu'on fait sur les orientations à venir, notre administration travaille aussi sur des actions de reconnaissance et de soutien à des initiatives du milieu. L'an passé, par exemple, on a signé la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées, gays, lesbiennes et trans, pilotée par la Fondation Émergence. Et puis cette année, on est vraiment fiers de souligner par notre contribution le 20e anniversaire de cet organisme. Merci, M. le Président. Explication. Alors, en 20.064 et 20.065, c'est adopté. 20.066 maintenant, c'est une convention de contribution sans contrepartie financière par laquelle la Ville de Montréal prête à la Corbeil-Bordeaux-Quartier-Ville les locaux de la Maison du Meunier. C'est adopté. 20.067, un soutien financier qui totalise 25 000 $ à la Convention internationale sur la culture urbaine pour la tenue du festival Under Pressure cette année au mois d'août. C'est adopté. 20.068, oui, tout à fait, ça a été adopté tout à l'heure. J'allais le dire, mais vous avez parlé trop vite, mais intéressant. Donc, 20.069, on est dans les ajouts maintenant jusqu'à 20.072. Alors, 20.069, c'est un projet de protocole d'entente de gestion entre la SHQ, la Ville de Montréal, quant au programme complémentaire au programme d'aide d'urgence 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités qui connaissent une pénurie de logements locatifs, les 3. Alors, on va augmenter, bien sûr, le budget des revenus et des dépenses en conséquence. C'est adopté. 20.070, une dépense additionnelle de 8 799 300 $ et 30 sous pour des services additionnels dans le cadre du contrat accordé à Degremont. C'est adopté. 20.071, un contrat de gré à gré à Lift Canada Incorporé pour des services professionnels de mise à jour des composantes électroniques du système de vélo Bixi et la mise à niveau du logiciel d'exploitation. C'est adopté. 20.072, on va résilier 2 contrats avec Neptune Security Services Incorporé pour des services de gardiennage et de signalisation dans les lieux d'élimination de la neige. Voilà, c'est fait. Adopté. On passe maintenant en 30, administration et finances. 30.001. C'est approuver la programmation spéciale du partenariat du quartier des spectacles pour, dans le cadre de cette crise. C'est adopté. 30.002, accepter l'offre de service de Merci Hochelaga Maisonneuve pour prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux d'aménagement aux intersections de Rouen et de Jeanne d'Arc et de la rue des Jardins et à l'intersection à l'ouest du 5440 Sherbrooke-Est.
C'est adopté. 30.003, accepter l'offre de service de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux d'aménagement d'une baie de virage à gauche au boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, à l'intersection du 22 551 boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue. C'est adopté. 30.004, accepter l'offre de service de Ville-Marie de prendre en charge l'ensemble des travaux de reconstruction des trottoirs et de nouvelles saillies à l'intersection sud des rues Sainte-Catherine-Est et Panay. C'est adopté. 30.005, abroger la résolution CM 19-12-14, adoptée en novembre dernier et approuver la directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal. C'est adopté. 30.007, accepter l'offre de service de Ville-Marie de prendre en charge l'ensemble des travaux pour la rue de la Commune entre Bon-Secours et Saint-Gabriel. C'est adopté. Autoriser une dépense en 30.008 de 33 698,25 sous pour la mise en place et la gestion du Grand Prix du Livre de Montréal pour l'édition de cette année. C'est adopté. 30.009, autoriser le report au 1er novembre prochain de l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes de révision des immeubles non résidentiels et des immeubles résidentiels de 60 logements et plus déposés à l'encontre des rôles d'évaluation 2020, 21, 22. C'est adopté. 30.010, autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville au programme Opus et compagnie de la STM jusqu'au 31 décembre prochain. Adopté. 30.011, approuver la nomination de Mme Joanne Tanguay à titre de membre du conseil d'administration de l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec. C'est adopté. On passe maintenant en réglementation avec le 40.001. On va édicter une ordonnance modifiant l'ordonnance sur les services de collecte de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. C'est adopté. 40.003, une ordonnance cette fois pour rendre applicable le règlement mentionné au secteur rue Saint-Hubert pour le programme, le PRAM Montréal, le PRAM Commerce. C'est adopté. 40.005, édicter une ordonnance, toujours dans le cadre du PRAM Commerce, pour rendre le secteur Quartier-Fleury-Ouest applicable. C'est adopté. 40.006, la même chose, cette fois pour le secteur Boulevard Saint-Laurent. C'est adopté. 40.007, édicter une ordonnance pour reporter la date d'application des frais supplémentaires exigés lors du renouvellement de permis d'exploitation et de vignettes d'identification relatifs au remorquage. Et on va reporter ça au 31 août prochain. C'est adopté. 40.008, un règlement qui modifie le règlement sur le programme de subvention relatif à la réhabilitation de terrains contaminés. C'est adopté. 40.009, adopter le règlement qui modifie le règlement sur l'occupation du domaine public aux fins d'un réseau de gaz. On va adhérer à une entente convenue entre l'UMQ et Énergir. C'est adopté. 40.010, adopter le règlement qui modifie le règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoir au Conseil de la Ville, au Conseil d'arrondissement, qui est d'adopter avec changement le règlement sur les branchements au réseau d'aqueducs et d'égouts publics et la gestion des eaux pluviales. C'est adopté. On va... Attendez, ça c'était 40.010. On passe maintenant à 40.012 et je passe la parole à la responsable du dossier, Mme Émilie Tuillier. 40.012, une bonne nouvelle. C'est chez vous en plus. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, effectivement, il s'agit d'un sentier piéton entre le cimetière du Sault-Récollet et le collège Mont-Saint-Louis, donc juste au sud d'Henri Bourassa. Imaginez-vous, c'est un sentier qui depuis longtemps est désigné et nommé de manière usuelle le sentier des Sauvages. Alors, vous comprendrez notre volonté depuis des années dans l'arrondissement de donner un nouveau toponyme qui rende beaucoup plus honneur aux Premières Nations. Et dans tous les travaux qui ont eu lieu pour la réconciliation à la Ville de Montréal, un comité de toponymie autochtone a été nommé et nous leur avons soumis ce dossier. Alors, la recommandation que je vous soumets aujourd'hui, c'est pour nommer officiellement ce sentier. Alors, en français, ça se dira le sentier des messagers.
mais nous avons un toponyme en langue mohawk que je me suis pratiquée à vous dire et que je vais vous nommer. Alors, ce sera le sentier Tetewayanuni Yakoya Nagagwe. Donc, en langue mohawk, ça veut dire « nos sentiers », dans le sens que ce sont des sentiers qui ont été développés par les Premières Nations pendant des centaines d'années, des sentiers qui passaient à travers Montréal, mais qui passaient aussi à travers l'Amérique du Nord. Donc, des sentiers qui ont forgé les déplacements, les échanges dans notre continent. Et tout précisément, donc le sentier ne passait pas exactement à cet endroit-là, mais il y avait un sentier dans ce secteur-là qui permettait de relier justement le fort de la montagne et Fort Lorette, qui est situé là juste à proximité, que nous avons découvert il y a quelques années grâce à des fouilles archéologiques sur un site acheté par la Ville de Montréal. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle dans Annecy-Cartierville, et puis nous continuerons de faire de l'éducation et de la sensibilisation en mettant aussi une affiche sur le lieu pour expliquer toute cette démarche, et c'est une très, très bonne nouvelle pour la réconciliation à Montréal. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Tuillier. Alors, 40-012, on va de l'avant. On passe ensuite à 40-013, qui est d'approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglo de Montréal, le règlement qui modifie le règlement de zonage de la ville de Westmount. C'est adopté. 40-014, cette fois, c'est la même chose, mais le règlement sur les PIA de Westmount. C'est adopté. 40-015, alors c'est les ajouts dans la rubrique réglementaire, alors qu'adopter le règlement sur la subvention relative à l'aide d'urgence pour les établissements de salles de spectacle et de cinéma indépendants, et on va réserver 500 000 $ pour cette mise en œuvre. C'est adopté. 40-016, adopter le règlement qui modifie le règlement intérieur du Conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif, donc du pouvoir du Conseil d'agglo de renouveler l'état d'urgence en vertu de la loi sur la sécurité civile. Et on va demander au Conseil d'agglomération de prolonger cette délégation jusqu'au 31 août prochain. C'est adopté. 40-017, adopter le règlement sur le programme complémentaire au programme d'aide d'urgence 2005 aux ménages sans logis aux municipalités qui connaissent une pénurie de logements locatifs. C'est adopté. 40-018, adopter le règlement modifiant le règlement sur les taxes. Adopté. 40-019, édicter une ordonnance pour apporter des modifications à la grille tarifaire de la section 5 vélo en libre service Bixi pour la saison 2020. Et le dernier droit avec la rubrique d'information en 60-001, c'est le dépôt du bilan annuel 2019 du réseau de suivi du milieu aquatique. Ça va très, très bien, encore une fois. Et en 60-002, le bilan annuel 2019 du réseau de surveillance de la qualité de l'air. C'est adopté. Alors voilà, ça met fin à l'ordre du jour. Je vous remercie beaucoup, chers collègues. Ne quittez pas, puisque nous avons d'autres dossiers à huis clos et la préparation, bien sûr, des séances du Conseil municipal et du Conseil d'agglomération de la semaine prochaine. À vous toutes et à vous tous qui êtes à la maison à regarder cette séance du comité exécutif. Je vous remercie de votre présence. Vous avez vu ce matin beaucoup de contributions de la part de votre administration montréalaise pour des événements culturels, pour des festivals. C'est pas parce que cette année, ça se passera pas en personne avec la chaleur de l'été, parce qu'on souhaite que l'été soit bien sûr chaleureux, estival, avec des belles températures, une belle météo. C'est pas parce que ça va pas se passer tout à fait comme d'habitude qu'on ne peut pas consommer des produits culturels, d'aller voir ce qui se fait de mieux dans nos différents festivals. Beaucoup ont adapté en fait leur programmation pour être en ligne. Alors, allez-y, il y en a plusieurs, il y aura une offre gratuite, certains auront une offre payante, un mix des deux. Donc, profitez-en. Si vous sortez, faites-le bien sûr en respectant les
les demandes des autorités publiques. Et surtout, si vous allez à l'extérieur faire toutes sortes de sorties, respectez ça, ces règles-là, mais profitez également de la programmation. La Ville de Montréal et ses différents arrondissements ont pris toutes sortes de mesures pour faire en sorte qu'on passe quand même un été sympathique, intéressant à Montréal. La mairesse le disait un peu plus tôt tout à l'heure en évoquant Espace pour la vie. Mais Espace pour la vie, c'est plusieurs affaires, mais cet été, au Jardin botanique, là, les enfants, entre le 15 juin et le 31 août, les enfants de 5 à 17 ans, ça va être gratuit pour eux au Jardin botanique. Ça, c'est un musée à ciel ouvert. Hein, c'est le Jardin botanique, ce sont des collections incroyables qui ont des années et des années et des années, qu'on renouvelle au gré des saisons. Les gens peuvent y aller. C'est vraiment un musée à ciel ouvert, donc profitez-en. Ça va être une super offre cet été en famille. Alors, allez-y, profitez-en. Il y a plein d'autres choses qui sont faites. Et également, quand on parle de famille, on parle également de camps de jour. Alors, pour les camps de jour, là, c'est important de savoir que votre administration montréalaise met l'épaule à la roue avec le gouvernement du Québec. Là, il y a eu cette annonce où il y a de l'aide de Québec, il y a de l'aide de Montréal également pour que les camps de jour aient lieu cet été. Alors, renseignez-vous. La majorité des camps de jour à la Ville de Montréal ont décidé d'ouvrir. Je pense que avec cette aide de Québec, avec cette aide de Montréal, on s'assure également de faire le pont par rapport à l'aide de Québec avec les organismes communautaires. Donc, suivez, renseignez-vous, allez voir les différentes inscriptions qui sont possibles. Là, on peut s'inscrire en ce moment et la Ville de Montréal donne ce coup de main. Le gouvernement du Québec a décidé de faire de donner une grande aide pour l'ensemble du territoire. Donc, les camps de jour, là, sont ouverts, sont peut-être un peu différents, mais renseignez-vous, profitez-en et profitez de l'été. Alors voilà, je vous remercie tout le monde. Passez une excellente journée, un très beau mercredi, un bon restant de semaine. Il fait beau, il annonce pas de pluie avant un petit bout. Alors, merci beaucoup et tout le monde, bonne journée. Et dans 2 semaines. Merci beaucoup tout le monde. La semaine prochaine, oui, c'est vrai, on en fait un. On a changé le calendrier. Alors, à la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup pour votre aide, messieurs, le rappel.